Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on change de ton et on reprend un ton un tout petit peu plus léger, entre guillemets, puisque nous reprenons la série Les Leadership 2 et cette semaine nous nous attaquons à un monument du cinéma. Je veux parler de Ellen Ripley, qui est l'héroïne interprétée par Sigourney Weaver dans Alien, sortie du premier film 1979. C'est très vieux, les effets spéciaux sont absolument horribles. Je viens de le revoir là juste maintenant, histoire de me faire une idée du premier dont je me souvenais plus exactement bien. Film très intéressant. Résumé en un mot du coup du leadership d'Ellen Ripley, c'est le courage. Une femme courageuse. Mais on verra que c'est pas aussi simple que ça. Et ça donne d'ailleurs, je pense, une belle leçon de courage et de ce qu'est le courage. Alors, au niveau du style de leadership d'Ellen Ripley, c'est pas quelqu'un qui, en tout cas au début du premier film, elle n'a pas de position claire de leadership, hein. Il y a deux personnes devant elle, puisqu'elle est troisième quelque chose, troisième capitaine, ou elle le dit à un moment dans le film. Donc, style de leadership, pragmatique, protecteur, lucide. Alors, dans cet épisode ici, je vais mélanger les trois films, hein, la saga originale, hein, donc Aliens et Alien 3, donc 1979, 1986 et 1992, je crois. Oui, ça doit être ça. Et donc, on va prendre des morceaux de chacun de ces trois films. Leadership pragmatique, si vous vous souvenez, dans le premier film, elle refuse de refaire entrer les trois qui sont allés explorer le vaisseau alien, là, hein, parce que y a un xénomorphe qui est attaché à la tête de Kane, si vous vous souvenez bien, interprété par John Hurt, d'ailleurs très bien interprété par John Hurt. Elle rappelle la procédure de quarantaine. Hein. « If we break quarantine, we could all die », dit-elle. Et voilà, c'est de la lucidité, on va respecter les règles tant qu'on peut pour protéger le collectif avant d'obéir à la hiérarchie. Donc c'est intéressant en termes de loyauté. On voit quelqu'un qui, je dirais, dans un contexte entrepreneurial, aurait une loyauté à l'organisation avant d'avoir une loyauté vis-à-vis de son chef direct. Deuxième citation, I'm not going to leave you, I've got you. C'est c'est dans le deuxième, quand elle trouve la petite Newt qui se protège, je sais pas si vous vous souvenez, qui se cache dans la base. Ripley, c'est pas quelqu'un d'essentiellement forcément humain, caring, etc. Mais la situation appelle en elle des choses, et donc elle se mue un peu finalement une espèce de figure maternelle, alors qu'elle a une fille. On découvre qu'elle a une fille dans le film, et puis se mue en figure de soin et de courage, et puis elle agit un peu comme un bouclier humain. Donc là, protection de l'humain, protection de ce qui fait l'humain, aussi intéressant du point de vue de l'entreprise. Et puis le troisième, peut-être quelque chose de très intéressant dans le premier film, hein, 1979. À la fin, l'alien, évidemment, le xénomorphe la rejoint dans la capsule qui l'éjecte du vaisseau qu'elle fait exploser. Et donc, seule survivante, elle affronte le xénomorphe, mais elle reste, après un moment de « non, c'est pas possible », qui doit durer peut-être une quinzaine de secondes dans le film, elle se reprend et, sans illusion, elle est calme. Elle se réfugie, elle regarde autour d'elle, elle voit qu'il y a une combinaison, elle a l'idée, elle met la combinaison, elle s'isole et elle expulse le xénomorphe dans le vide. Donc, et d'ailleurs, la citation que m'a donnée ChatGPT en cherchant dans les archives, c'est « I got you, you son of a bitch ». Donc, c'est pas la meilleure citation, mais c'est il y a pas de rage, il y a pas de, c'est juste, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler une espèce de colère maîtrisée. Hein. Donc, il y a pas de panique, il y a plus de panique. Donc, un courage finalement assez lucide. Elle sait qu'elle va peut-être y laisser sa peau, mais elle cherche encore et toujours une solution. Donc, style de leadership pragmatique, protecteur et relativement lucide. Alors, vis-à-vis de certaines dynamiques, comment est-ce qu'elle réagit ? Alors, face au changement, elle s'adapte. Le deuxième, c'est avec les Marines. Le troisième, je crois, je me souviens bien, c'est avec les
les prisonniers. Donc, à chaque environnement hostile, base militaire, colonie pénitentiaire, vaisseau, elle s'adapte. Elle cherche pas forcément finalement à se comporter toujours de la même manière. Elle reste constante par contre dans ses valeurs, lucidité, prudence, survie collective. Ça, c'est des choses qui la guident, mais elle s'adapte à chacun de ses environnements. En temps de crise, elle cherche des solutions. La scène clé, c'est quand elle déclenche l'autodestruction du Nostromo, le vaisseau, mais alors, elle essaie de revenir en arrière, elle peut pas, donc elle doit trouver une autre solution. Et donc là, le danger est maîtrisé, elle avance en temps de crise, elle essaye des choses. Elle n'a pas de plan sur 5 ans, mais elle a un certain nombre d'actions qu'elle doit mener pour arriver à un certain résultat. Donc quelque chose de, encore une fois, de relativement lucide. Face à l'agressivité, elle garde la tête froide. Il y a une scène dans Aliens, donc le prochain, 1986, où elle est trahie, et elle dit tu sais, Burke, je sais pas laquelle des 2 espèces est la pire. Et elle dit tu les vois pas, eux, les xénomorphes, essayer de se la faire à l'envers avec certains pourcentages. Je sais plus vraiment pourquoi elle dit ça, mais voilà, Burke essaye de la trahir en lui lâchant des facehuggers, donc ces choses qui sautent à la figure. Et donc, elle garde relativement la tête froide. Donc face à l'agressivité, il n'y a pas d'agressivité en retour. Disons, il y a une bonne régulation émotionnelle finalement, ce qui est intéressant, on le sait pour un leader ou une leader. Et d'ailleurs, dernière réaction dans les dynamiques face à la passivité cette fois, plutôt que l'agressivité, elle agit seule. Elle décide quand c'est nécessaire, elle prend des décisions, elle avance, elle n'attend pas que les autres soient d'accord. Donc il n'y a pas cette espèce de leadership un peu mou du consensus où tout le monde doit être d'accord. Quand elle pense que quelque chose doit être fait. Si les autres ne font rien, alors elle va le faire. Par rapport aux différents modèles de leadership qu'on connaît, on voit que ce qu'on pourrait appeler le leadership de crise, donc le leadership de task force, leadership en cas de crise comme on est actuellement, les films montrent bien son talent pour analyser, décider, exécuter dans une incertitude totale, puisque ces xénomorphes, par définition, sont imprévisibles, même si on voit qu'il y a une certaine prévisibilité qui s'installe au fur et à mesure des films, puisqu'elle commence à les connaître, mais on voit qu'elle analyse, elle décide, elle exécute, et elle essaye des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important en période de crise, en période d'incertitude. Ça vient d'ailleurs du modèle de Cynefin, Cinefin, C-Y-N-E-F-I-N. On avait vu ça, épisode 47 ou 49, je crois, où, dans une situation incertaine, on ne peut pas attendre d'avoir la recette. Si on attend d'avoir la recette, on va pas pouvoir fonctionner. Parce qu'on va être paralysé, parce qu'on n'a pas les données. On n'a pas la data, comme on aime bien dire aujourd'hui. Donc il faut décider, exécuter, puis voir si ça marche ou si ça marche pas. Leadership serviteur et protecteur, elle fait passer la vie humaine avant tout, y compris la sienne. Alors moins dans le 3e, voire le 4e, puisque là, elle est devenue un peu alien. Mais le 2e illustre bien ce modèle. Elle agit par devoir moral, par devoir vis-à-vis de ses congénères, et pas pour la reconnaissance, que ça soit financier ou la reconnaissance des autres. Une espèce de compas intérieur qu'elle a et qui l'aide dans son action. Et enfin, leadership transformationnel, elle est surtout exemplaire. C'est surtout dans sa capacité à agir qu'elle est exemplaire, donc elle a une forme de leadership transformationnel dans son exemplarité vis-à-vis des autres. Elle met la main à la pâte, elle n'a pas peur de se mettre en danger aussi. Comment ça résonne avec le monde réel, tout ça ? Je vous recommande d'ailleurs de regarder, si vous avez l'occasion, ces 3 films. Là, j'ai juste vu le premier pour cet épisode-ci, mais je verrai encore les 2 autres, histoire de m'imprégner de ce monde. Quelle est la résonance avec le monde réel ? Dans un univers hostile, on voit un premier vrai leadership féminin. 1979, vous vous rendez compte que ça faisait seulement 7 ans qu'en Suisse, les femmes avaient le droit de vote. Donc, alors, le film n'est pas tourné par des Suisses en Suisse, mais je veux dire, ça fait pas 80 ans que les femmes sont vues comme c'est encore, comme des héroïnes. C'est encore le temps où les James Bond girls, en gros, sont juste être là pour être belle et la fermer à peu de choses près. Donc c'est un premier exemple qui montre une femme rationnelle, qui occupe vraiment le rôle d'un survivant intelligent, d'une survivante intelligente et non d'une victime qui crie. D'ailleurs, dans le premier, il y a Lambert, qui est une autre femme, alors qui
qui suit plus le modèle de l'époque, de la femme qui perd ses moyens. Et là, on voit vraiment une Ripley qui, elle, garde finalement la tête froide, si on veut bien, pour pouvoir s'en sortir. Donc, premier exemple très important de leadership féminin, en particulier dans un univers complètement hostile, qui est l'univers de la science-fiction. Et il faut l'avouer, l'univers de la science-fiction, c'est pas un univers dans lequel on a des millions d'exemples de femmes leaders. On a une bonne pertinence contemporaine parce que son leadership éclaire des contextes de crise comme on l'a maintenant, c'est une espèce de permacrise, on est en crise permanente. Gestion du risque, intelligence émotionnelle sous stress, régulation émotionnelle, priorisation du sens sur la conformité. C'est pas quelqu'un qui va suivre les règles nécessairement. Elle n'est pas contre les règles, mais c'est pas quelqu'un qui va se conformer, c'est quelqu'un qui va se révolter quand c'est nécessaire. Et on revient à mon ami Camus avec cette idée de rébellion et de révolte vis-à-vis de l'absurdité. Par exemple, déjà dans le premier, l'entreprise qui missionne le vaisseau veut récupérer le xénomorphe pour l'utiliser. Ça, c'est la règle, c'est la conformité. Et Ripley dit non, il faut absolument qu'on s'en débarrasse, il faut le détruire, puisque ça pose un danger. Donc, elle rappelle que l'éthique, alors en particulier en entreprise, est une stratégie, c'est juste pas une faiblesse. Et puis pour les organisations, comment est-ce que ça peut résonner ? Qu'est-ce qu'on peut finalement en tirer, nous, aujourd'hui ? 4 choses. Dire non à la complaisance, qu'on va évidemment éviter de comparer à la bienveillance. La complaisance, c'est vraiment quand on laisse aller, on ferme un peu les yeux. Donc dire non à la complaisance. Transformer la peur en vigilance. Elle a peur. Dans le premier, elle a peur, elle court, elle transpire, elle panique un peu d'ailleurs, mais elle réussit à transformer ça en vigilance. Elle regarde, elle observe. D'ailleurs, il y a des moments où elle se transforme presque un peu en alien dans sa manière de se glisser furtivement dans les couloirs. Je trouve que ça montre bien cette espèce de « Ok, j'ai peur, mais qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux utiliser cette peur ?» Alors, on n'a pas forcément peur dans le monde des affaires, mais cette anxiété, on est en crise actuellement, le chômage augmente, on ne sait pas ce qui va se passer les 2 prochaines années en termes de commerce extérieur pour la Suisse. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transformer cette peur en vigilance utile ? Prendre soin des humains avant de prendre soin des objectifs, ça pour moi c'est quelque chose que je trouve très important, qu'elle fait d'ailleurs très bien. Et puis cultiver la lucidité dans la complexité, et ça on peut le faire en testant et en tentant des expériences. On peut pas être lucide, devant un bout de papier. En cas de situation complexe, on doit essayer, on doit recevoir le feedback du système un certain nombre de fois avant de comprendre comment il fonctionne et de pouvoir ensuite alors être beaucoup plus efficace. Mais donc cette lucidité dans la complexité, elle passe par l'expérimentation. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, notre amie Ripley. Dans Alien 3 en particulier, il y a un isolement progressif. Elle finit seule, consumée par le devoir, la résilience, la résistance, la rébellion devient une solitude. Et donc, elle dit d'ailleurs à l'alien qui l'a inséminée, « You've been in my life so long, I can't remember anything else ». Donc elle est consumée par son propre devoir, par sa propre situation. Et ça, on sait, on l'a vu plusieurs fois dans Leadership, c'est le piège qui guette les leaders. De tous bords, mais surtout les leaders qui portent beaucoup de responsabilités, c'est cet isolement et cette idée de l'exception finalement qui justifierait à peu près tout. Deuxième zone de fragilité, évidemment une méfiance permanente, puisque justifiée par son expérience de survivante, mais cette vigilance, cette méfiance devient épuisante, et donc elle empêche par exemple la délégation, alors dans le film ça fait un peu bizarre, mais la confiance durable. Donc on voit qu'elle s'isole et elle ne peut plus compter sur les autres, autant qu'est-ce qu'elle aurait pu dans le premier film par exemple. On a évidemment chez elle un leadership sacrificiel, puisqu'elle se jette dans la fonderie à la fin d'Alien 3, spoilers, 1992, pour détruire la créature qui est en elle. Et donc on est dans un leadership d'intégrité absolue, mais qui est autodestructeur. Et ça, on sait que c'est pas bon. Alors vous direz que c'est que notre job, mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver des exemples de leaders qui refusent de quitter le bateau, par exemple, qui s'entêtent à vouloir diriger leur entreprise et qui se sacrifient, voire même leur entreprise, pour pouvoir continuer à la diriger. Et puis, alors pas de transmission.
Son modèle, c'est un modèle unique, hein, on en a vu plusieurs des comme ça. C'est une question de survie personnelle, donc il n'y a pas de relève, il n'y a pas de talent management dans Alien. Hein. Son leadership reste singulier, reste individuel en fonction de qui elle est et pas institutionnalisé. Ce qui fait qu'évidemment pour une entreprise ou une institution, c'est pas un modèle, un bon modèle. Mais je trouvais intéressant de vous parler d'Ellen Ripley parce que c'est un de ces nombreux exemples de personnages. Et ça correspond d'ailleurs au héros aux 1000 visages hein, dont on a parlé. Je vais vous citer... La dernière citation de cet épisode n'est pas une citation d'Alien. C'est une citation de Dune, parce que je la trouve vraiment très très bien. Alors je vous la fais en anglais d'abord. « A great man doesn't seek to lead, he's called to it. And he answers. » Et si vous vous souvenez, c'est le grand-père de Paul Atreides, à travers la voix de son père, qui donne ces citations donc en français. Ma traduction, une personne ne cherche pas à mener, elle y est appelée et elle répond. Donc c'est le héros ou l'héroïne fondamentale. C'est quelqu'un qui vit dans un monde plus ou moins normal, qui va faire une mission, qui va faire quelque chose, qui va faire son job, et il arrive une situation, et c'est là où on voit le leadership, où on voit les leaders, on voit la réaction dans cette difficulté. Et Ripley, pour moi, incarne extrêmement bien cette situation. Elle part de quelqu'un qui a une mission, c'est assez banal, et qui finit survivante en ayant développé toute une série de compétences et de prise de conscience. Donc, c'est pour ça que je voulais terminer cet épisode par cette citation. Une personne ne cherche pas à mener, elle y est appelée et elle y répond. Elle répond. C'est vraiment cette idée de c'est la situation qui va appeler le leadership chez les gens, et donc chez nous, et donc chez vous. Et j'espère que ça vous motivera et que cela vous permettra de vous dire dans quelle situation finalement est-ce que je peux montrer mon leadership. À la semaine prochaine. Ciao.